Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo pile à lire de l'été slash book haul, puisque dans cette vidéo je vais vous montrer les livres que j'espère, que j'aimerais lire pour les 2 mois et demi à venir, et la plupart de ces livres sont des achats récents, donc ça va être un petit peu une vidéo 2 en 1 et j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer tout de suite par tout ce qui est poésie et théâtre, et en fait je n'en ai que 2, j'ai un recueil de poésie et une pièce de théâtre, c'est pour ça que ça va être assez rapide. Donc pour ce qui est du recueil de poésie, j'aimerais lire cet été Du monde entier au cœur du monde, poésie complète de Blaise Cendrars. C'est un recueil qui traîne depuis pas mal de temps chez moi, qu'on m'a beaucoup recommandé, et puis qui est surtout très adapté à la période, puisque vraisemblablement nous n'allons pas trop pouvoir nous déplacer cet été, et ce livre est une sorte de tour du monde poétique, donc c'est super cool de pouvoir voyager en poésie depuis son hamac. En tout cas moi c'est un de mes objectifs cet été. Ensuite pour ce qui est du théâtre, je vais essayer de lire cet été Jazz de Marcel Pagnol, qui est la 2e pièce qu'il a écrit, oui c'est ça, en tout cas c'est ce que dit la 4e de couverture. Cette pièce, c'est l'histoire d'un homme qui a donné toute sa vie, toute son énergie à la musique et à la construction d'une œuvre musicale, et qui un jour se rend compte que cette œuvre pour laquelle il s'est battu, pour laquelle il a tout sacrifié toute sa vie, est peut-être en fait un petit peu vaine, et qu'il a peut-être sacrifié inutilement de l'énergie, des années de vie et tout ça, et va donc essayer de rattraper. C'est donc une pièce de théâtre qui va aborder des thèmes que moi je trouve toujours très intéressants, le lien entre l'homme et l'art, la place de l'art dans la vie des individus, et également la problématique du temps qui passe, de ces années, de ces mois, de ces décennies qui s'écoulent à jamais, qu'on ne pourra jamais retrouver. Je trouve que c'est des choses qui sont toujours très intéressantes, d'autant plus que Pagnol a vraiment un regard sur le monde et sur les êtres humains qui est à la fois très bienveillant, mais sans concession. Il y a une vraie critique sous une bonne couche de gentillesse et de bienveillance, qui fait que j'ai très hâte de voir ce qu'il fait avec ces thèmes qui sont passionnants. Ensuite j'ai mis 4 classiques français. Je ne sais pas honnêtement si je vais arriver à lire les 4 cet été, j'aimerais bien, mais bon écoutez, nous verrons. Le premier, c'est un texte de Stendhal, c'est Lucien Lewen. Honnêtement, celui-ci, je sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais chaque été, depuis quelques années maintenant, j'essaye de lire un livre de Stendhal. C'est le seul moment de l'année où je lis du Stendhal, et donc j'emporte toujours dans ma valise un roman de Stendhal. Et cette année, c'était celui-ci que j'avais dans ma bibliothèque, donc c'est celui-ci que je vais lire dans mon hamac. Voilà. Ensuite, j'ai mis un livre de Zola, La fortune des Rougons. En réalité, j'aurais pu mettre l'intégralité des œuvres de Zola que j'ai chez moi et que je n'ai pas encore lues, parce que je me suis mis à la lecture il y a quelques jours maintenant de La Curée, et j'ai vraiment redécouvert Zola. J'adore. Voilà, j'adore cet homme, j'adore sa plume, j'adore la manière dont il met en scène son époque. Je trouve ça totalement génial, et donc j'ai envie de tout lire. La fortune des Rougons, c'est le premier tome des Rougon-Macquart, c'est donc celui dans lequel on va un petit peu découvrir tout ce qui est à l'origine, à la base de cette famille. Ce qui fait que par rapport à ce livre, je suis à la fois hyper excitée et hyper enthousiaste de découvrir Rougon-Macquart Origins, voilà, de savoir comment tout a commencé. Et de l'autre côté, je suis un peu presque émue en fait de voir dans ce livre, enfin je pense que je vais voir dans ce livre en tout cas puisque je ne l'ai pas encore lu, le destin, enfin là où tout a commencé en fait pour des personnages que pour certains et certaines j'ai rencontrés il y a plusieurs années dans ma lecture de la saga. Je sais pas encore ce que ça va donner, on m'a dit beaucoup de bien de ce livre, j'espère que ce sera une très belle découverte, mais quand c'est Zola, je ne m'inquiète pas trop en règle générale. J'ai également mis un livre d'un autre auteur que j'adore et qui est pour moi une valeur sûre, Anne d'Island de Victor Hugo. Alors là, valeur sûre, mais un peu moins que sur le Zola. C'est donc un des tout premiers qu'il a écrit, je ne sais plus si c'est le 2e ou le premier, et c'est pour ça que ça peut être risqué en fait de piocher dans le tout début de l'œuvre de Victor Hugo, déjà parce que politiquement parlant, Victor Hugo a connu quelques errances en début de carrière, n'est-ce pas? Et aussi parce que, ça c'est beaucoup plus personnel, je suis pas forcément fan des œuvres du tout début de sa carrière, que ce soit ses romans mais aussi et surtout son théâtre que je n'aime pas trop. Donc c'est vrai que du coup d'un côté je suis très contente, j'ai envie de le découvrir, l'histoire a l'air totalement perché, c'est un type au fond d'une grotte au XIIe siècle avec un ours qui mange des gens, donc je trouve que rien que ça, on a quand même envie de voir comment il va nous pondre, combien y a-t-il de pages, combien il va nous pondre 500 pages là-dessus, et on se dit que ça peut être plutôt sympathique, mais de l'autre côté c'est une œuvre de début de carrière, donc j'ai peur d'être déçue. Dernier classique français que j'espère lire, L'éducation sentimentale de Flaubert.
Ça c'est le gros défi, vraiment le très gros défi, parce que Flaubert et moi, c'est compliqué, c'est très compliqué. J'ai lu Madame Bovary l'année dernière et j'ai été emballée, je crois, par les 50 premières pages, mais ensuite c'était pas trop ça. Voilà, Emma et moi, on s'est pas ultra bien entendus et on n'était pas sur une belle relation que j'avais envie de faire durer dans le temps, non pas trop. On m'a quand même dit que c'était un bon bouquin, c'est surtout un livre qui est très plébiscité sur le Bookstagram, sur Booktube, enfin il a ses fans quoi, hein, et ses fans le vendent très bien et donnent très envie de le lire. Et j'en profite pour vous dire que Antastasia fait une lecture commune de l'éducation sentimentale. Il y a plusieurs lives sur sa chaîne dans lesquels elle décortique certains passages, certains extraits. Je les ai pas encore regardés personnellement puisque je n'ai pas encore entamé ce livre, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Dernier roman de littérature française, qui est un roman du XXe siècle cette fois-ci, La rue Cazenègre de Joseph Zobel. C'est un des incontournables de la littérature antillaise et plus précisément martiniquaise du XXe siècle, qui est vraiment une littérature qui m'intéresse énormément et j'ai jamais été déçue pour l'instant. Alors j'en ai lu très peu malheureusement, mais le peu que j'ai lu, à chaque fois j'ai trouvé ça magnifique, tant sur le plan du style que dans les histoires ou même dans les essais que j'ai pu lire, le fond, les idées, enfin bref, c'est extrêmement riche et moi pour l'instant c'est vraiment une littérature qui me parle beaucoup et qui me plaît beaucoup, donc j'ai vraiment envie de découvrir plus en profondeur. Par contre c'est vrai que je sais pas exactement quelle est l'histoire, je sais que ça se passe en Martinique au début, milieu du siècle dernier, qui est quand même une période assez charnière dans l'histoire des Antilles et de la Martinique. Donc je pense que ça va être bien et puis je vous en reparlerai de toute façon parce que celui-ci je compte le lire cet été. Alors on passe ensuite à la littérature étrangère. J'avoue que j'ai mis très peu de textes étrangers en fait, puisque je n'en ai que 3 sur ma pile à lire, donc peut-être que j'en rajouterai, histoire de quitter un peu les frontières de la France, ça serait bien. Donc j'ai mis déjà 2 textes hongrois, parce que la littérature hongroise m'attire beaucoup. Je suis totalement fan d'Imre Kertész, qui est un auteur hongrois assez connu, qui est vraiment un de mes auteurs préférés depuis plusieurs années maintenant. J'adore ce qu'il fait, j'aime tout ce qu'il a écrit, ou presque, il y a peut-être 1 ou 2 livres vis-à-vis desquels j'étais un peu moins convaincue, mais tout ça pour dire que Kertész forcément m'a fait m'intéresser à la littérature hongroise. Ça fait longtemps que je tourne autour et là je me suis dit cet été on essaye de s'y mettre sérieusement, enfin sérieusement tout est relatif, hein. Je n'ai que 2 livres mais c'est déjà un bon début. Donc j'ai mis sur ma pile à lire Les Braises de Sándor Márai. Je l'ai un tout petit peu commencé mais il y a très longtemps, donc j'en ai quasiment aucun souvenir. Je pense que quand je le lirai cet été, je recommencerai tout à zéro, ce sera mieux parce que je vais être totalement perdue sinon et ça va pas le faire. C'est un livre qui est assez difficile à décrire je trouve, même quand comme moi on a déjà lu 50 pages et qu'on a déjà lu des résumés, c'est assez difficile de donner en fait le sujet, l'intrigue en quelques mots, surtout que Sándor Márai, j'avais déjà lu un livre de lui, L'héritage d'Esther, c'est toujours assez particulier en fait. Il prend des sujets déjà qui sont un peu, enfin qu'on n'aurait pas pris forcément, spontanément, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire à première vue sur les sujets qu'il prend et sur les personnages qu'il choisit, mais il a toujours une façon de les traiter qui est assez particulière, qui personnellement ne m'a pas laissée indifférente, mais ne m'a pas séduite trop non plus jusque-là. Donc j'ai un peu une relation compliquée avec Sándor Márai, on va dire, mais en gros ici il va être question d'une amitié perdue qu'on va suivre sur plusieurs années, sur fond d'une monarchie austro-hongroise qui elle-même est perdue parce qu'elle est totalement en bout de course à l'époque où écrit Sándor Márai. Et le deuxième livre que j'aimerais lire, il est beaucoup plus gros, hein, c'est un beau bébé de quasiment 800 pages et il s'agit des Duquets, enfin de Les Duquets de László Szilágyi. C'est une saga familiale très marquée, ambiance 19e, belle robe, mondanité qui détruisent, enfin voilà, c'est des sujets que j'aime bien, c'est des ambiances que j'aime bien, c'est des décors que je trouve très immersifs, qui font voyager. Je n'en sais pas grand chose de la même manière que pour Sándor Márai, mais je pense que ça va être une belle découverte en tout cas, j'espère, et puis j'espère surtout pouvoir le lire cet été. Et pour ce qui est de la littérature étrangère, en plus des 2 auteurs hongrois dont je viens de vous parler, j'aimerais bien lire cet été aussi L'élu de Thomas Mann. J'avoue que j'ai surtout acheté ce livre pour Thomas Mann parce que je n'ai jamais lu Thomas Mann et ça fait longtemps en fait que je me dis que j'aimerais découvrir sa plume, que j'aimerais découvrir ce dont il parle et que j'en entends beaucoup parler, et surtout que j'en entends beaucoup parler en bien. Donc je me suis dit que celui-ci c'était l'occasion, d'autant plus qu'il est assez court, et puis le sujet de la réécriture du mythe d'Œdipe,
me semble intéressant et on verra bien. Ensuite, avant de passer aux essais à proprement parler, j'ai un livre un petit peu entre deux, puisque j'aimerais lire cet été La Cité des Dames de Christine de Pisan. Il s'inscrit dans la littérature médiévale, et pour être totalement honnête, je n'ai pas lu de livre médiéval depuis mon année de 5e, donc ça fait quand même un petit peu longtemps, et surtout je n'en ai pas gardé un très bon souvenir, voilà, de ma faible découverte de la littérature médiévale en 5e. Donc, quoi qu'il en soit, Christine de Pisan, ça reste une des premières féministes. Alors je sais que le terme de féministe pour une femme qui a vécu au XIVe siècle, c'est anachronique, puisque c'est un terme qui date du début du XXe siècle. Mais je pense que vous avez quand même compris ce que je voulais dire par ce terme, puisque par féministe, on entend qu'elle a lutté contre la misogynie. Et dans le cas de Christine de Pisan, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a non seulement lutté dans sa vie, c'est une femme qu'on a toujours présentée comme étant une femme libérée pour son époque, c'est assez marquant, en tout cas pour le souligner, mais aussi dans ses prises de position, et notamment avec La Cité des Dames. Puisque La Cité des Dames, c'est un texte qui a été écrit en réponse à une satire misogyne que Christine de Pisan avait lue, qui ne lui avait pas du tout plu, et donc elle avait décidé de répondre, et elle a répondu par ce livre. Et sur ce, nous arrivons à présent à la dernière partie de cette vidéo, qui est celle consacrée aux essais que j'espère lire cet été. J'ai donc un essai historique et ensuite j'ai des essais juridiques. Donc on va commencer par l'essai historique. C'est celui-ci qui s'appelle Le fromage et les vers et qui a été écrit par Carlo Ginzburg. Pour vous présenter celui-ci, je vais faire quelque chose que je fais pas forcément d'habitude. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que elle donne extrêmement envie en fait, et je ne pense pas pouvoir, avec mes petits mots, vous donner autant envie que cette 4e de couverture. L'univers est gouverné par une loi générale de la putréfaction. Dieu, les anges et toutes les créatures naissent du chaos, comme les vers apparaissent à la surface du fromage. Nous sommes des dieux et tout est Dieu, le ciel, la terre, l'air, la mer, les abîmes et l'enfer. Tel est le credo qu'un certain Menocchio, meunier du Frioul dans l'Italie du XVIe siècle, eut à défendre devant le Saint-Office avant de périr sur le bûcher. Lecteur infatigable, exégète à ses heures, hérétique malgré lui, il s'était constitué une bibliothèque au hasard des rencontres, hors de toute discipline culturelle, prélevant librement dans les textes, élaborant sa propre vision du monde. Donc je sais pas vous, mais moi perso, ça me donne super envie de le lire. Et je trouve qu'en plus avec ce résumé, on voit bien que bien sûr c'est un essai historique, mais ça fait partie de ces essais historiques qui moi m'attirent le plus, c'est-à-dire c'est ceux qui font pas une histoire des grands hommes, une histoire des grandes dates, une histoire des grands ceci, des grands cela, mais vraiment une histoire qui part de la base, du peuple, etc. et qui est individuelle, et on est peut-être même parfois, je sais pas si c'est mal... si ce sera mal pris, mal interprété si je le dis comme ça, mais à la frontière du roman, dans le sens où on va redonner un destin à ces individus tout simples, là en l'occurrence un meunier, mais qui ont incarné quelque chose à leur époque, qui disent quelque chose de leur époque, du progrès et tout ça, et voilà, j'ai très hâte de le lire. Et donc enfin nous arrivons aux essais juridiques, à la dernière des dernières parties de cette vidéo, et ensuite je vous laisse tranquille, vous pouvez vaquer à vos occupations. Donc pour cette catégorie, j'en ai mis 5, c'est pas mal parce que les essais comme ça prend quand même beaucoup plus de temps à lire qu'un roman. Je sais pas si j'arriverai à tout lire, je vais essayer, et puis de toute façon on verra bien. Alors déjà j'ai mis 2 énormes classiques, ceux qui se sont un tant soit peu intéressés au droit, à l'anthropologie juridique, à la sociologie juridique, enfin à tout ce qui est critique autour du droit, de la justice et tout ça, je pense connaîtront ces ouvrages, puisque je vais essayer de lire Sociologie juridique de Jean Carbonnier. Par rapport à ce livre, je tiens quand même à m'arrêter 2 secondes et demie sur la couverture. D'habitude, je n'en parle pas trop parce que c'est pas très intéressant, mais là j'aimerais quand même qu'on observe ce vert pomme, un brin immonde qu'ils ont choisi pour cette collection. Je ne sais pas si c'était un choix extrêmement heureux. Et le deuxième immense classique que j'ai pris, c'est le livre d'Alain Soupio qui s'appelle Homo Juridicus, essai sur la fonction anthropologique du droit. Comme vous le voyez, ça fait partie des livres de cette pile à lire que j'ai un petit peu commencé à un moment et toujours pas fini, et donc je me suis dit ce serait bien cet été de terminer la pile énorme de livres que tu as commencé et que tu as laissé un jour dans un coin. Voilà, ce serait bien d'achever un petit peu les choses. Je vais essayer de le faire cet été pour ce livre-ci.
Sinon, j'ai également mis 3 autres livres d'essais juridiques, pour le coup un petit peu moins connus. Donc j'aimerais lire cet été Principes et promesses de la justice restaurative de Robert Cariot. Je vous ai déjà un petit peu parlé, je crois, ici de justice restaurative, ou alors c'était sur Instagram, je ne sais plus. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est une façon alternative de concevoir la justice. Si un jour ça vous intéresse que je vous en parle un peu plus en détail, ce sera avec plaisir, parce que c'est vraiment fascinant. Ça offre un regard critique sur notre système pénal et sur notre système judiciaire en général, qui est juste passionnant et très très enrichissant. J'ai également mis, toujours dans la même veine de la justice restaurative, ce très court essai qui s'appelle La Palabre, une juridiction de la parole, qui a été écrit par Jean Godefroy Bidima. C'est un livre qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à la palabre, c'est-à-dire à un mécanisme qui existe sur quasiment tout le continent africain et qui est un mode en fait de règlement des différends qui n'implique pas de passer par une juridiction. Donc c'est vraiment une façon alternative de gérer les conflits, de gérer les oppositions au sein d'une société. Comme je l'ai dit juste avant, personnellement la justice restaurative et plus généralement les modes alternatifs de justice m'intéressent beaucoup. Donc c'est pour ça que j'aimerais un peu comprendre comment ça fonctionne. La palabre, puisque c'est une forme en fait de justice alternative, donc je pense que ça peut être intéressant. Et le dernier livre de cette catégorie, et aussi dernier livre de cette vidéo tout court, c'est ce bouquin-ci, donc Territoire de justice, une sociologie politique de la carte judiciaire, de Jacques Comaille. C'est un livre qui non seulement ne vend pas trop du rêve, là, vu comme ça, la couverture, le titre et tout, on sent qu'on va se marrer, mais sans plus, et qui en plus est quand même assez difficile à résumer, je trouve. Et c'est là-dessus que s'achève cette vidéo sur ma très très conséquente pile à lire. J'ai mis énormément de choses, c'est aussi et surtout pour avoir du choix, hein. Je pense pas réussir à tout lire, j'espère, mais je ne pense pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de découvrir certains ouvrages. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre pile à lire pour cet été dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de découvrir les ouvrages qui vont vous accompagner dans votre hamac, au coin de la piscine ou peut-être en vadrouille, nous ne savons pas. J'espère également vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!